Vous avez l'habitude de jeter vos emballages plastiques dans la nature. Désormais, gare aux sanctions. Après la loi, un décret définit les amendes et contraventions en la matière. À l'avenir, le gouvernement veut sévir. L'Union européenne et 6 pays de l'Europe délient les cordons de la bourse pour soutenir l'organisation des élections d'octobre prochain. 4 milliards de francs CFA, de quoi donner du tonus à la CENI qui promet les résultats dès le lendemain du scrutin. Plus de 600 personnes réunies au CIAO pour parler promotion des matériaux et services locaux dans le secteur minier. La 4e édition du SEMICA bat son plein et pour en savoir plus, le président du salon est notre invité. Il s'agit de M. Innocent Belem Tougri. Alors bonsoir M. Belem Tougri. Et donc à tout à l'heure pour cette page entretien. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avis aux importateurs, aux commerçants, mais aussi et surtout aux utilisateurs d'emballages plastiques et de sachets non biodégradables. Après la loi, après la sensibilisation, place sera désormais faite aux sanctions. Le Conseil des ministres, en sa séance du jour, adopte le décret portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d'emballage et sachets plastiques. Attention, ceux qui délaissent le plastique dans la nature sont dans le collimateur. Ernest Kambiré. La loi portant interdiction d'importation, introduction et commercialisation des emballages plastiques et sachets non biodégradables est en vigueur. Mais faute de test d'application, aucune sanction ne pouvait être prise jusqu'ici contre les éventuels contrevenants. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le Conseil des ministres, en sa séance de ce jour, a adopté un décret portant contraventions et amendes administratives applicables en matière d'emballage et sachets plastiques. Désormais, toute personne physique et morale qui délaisse des emballages ou sachets plastiques dans les lieux autres que les poubelles publiques ou privées et les décharges prévues par les autorités publiques compétentes est punie d'une amende allant de 5 000 à 10 000 francs CFA. Est également puni d'une amende allant de 10 000 à 50 000 francs CFA tout organisateur de manifestations publiques qui occasionne l'abandon des emballages ou sachets plastiques sur les lieux. Le deuxième décret adopté est relatif à l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e, des examens professionnels de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle et à l'organisation des évaluations des apprentissages dans les structures d'éducation de base non formelle. Il y a tout simplement quelques modifications qui sont apportées à l'existant. Et ces modifications portent principalement sur le rôle que nous voudrons que les gouverneurs jouent désormais dans la proclamation des résultats de l'entrée en 6e en conformité avec les capacités d'accueil de leur région pour les postes primaires, de telle sorte que les affectations puissent se faire de façon diligente pour que les parents sachent où vont leurs enfants. Et également les petits changements qui vont apparaître également à ce niveau, ça concerne la prise en charge de certains acteurs au niveau de ces examens, notamment les maîtres accompagnateurs, qui étaient assurés jusque-là par les budgets de la commune. Et cela a créé un certain nombre de désagréments parce que les examens peuvent arriver à une période où le budget communal est en difficulté et cela fait des grincements des dents. Et pour éviter cela, nous avons désormais décidé que cela soit pris en compte dans le budget État. Pour les examens et concours professionnels de l'enseignement primaire et de l'évaluation des apprentissages dans les structures d'éducation de base non formelle, le Conseil a décidé que désormais, c'est le chef-lieu de province qui sera retenu comme centre d'examen, histoire de mettre fin à toutes les plaintes relatives au cas de favoritisme dont faisaient objet les anciens centres d'examen de proximité. C'est une bonne nouvelle dans la perspective des élections d'octobre. L'Union européenne et 6 pays d'Europe délient les cordons de la bourse. 4 milliards de francs CFA pour soutenir le Burkina dans l'organisation. Un apport salué par le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, qui promet les résultats dès le lendemain du scrutin. Viviane Tchendrebeogo. L'organisation des élections d'octobre 2015 et de janvier 2016 va coûter environ 60 milliards de francs CFA au Burkina Faso. L'appui des Européens au processus se chiffre à plus de 4 milliards 775 millions de nos francs. L'Union européenne apporte un appui de 3,7 milliards aux élections, dont un peu plus de 3 milliards spécifiquement à la CENI en tant que telle. Ces fonds vont servir à la mise en œuvre du projet d'appui
à la crédibilité et à la transparence des élections au Burkina Faso. Il permet à la CENI de bénéficier de l'accompagnement du Centre européen d'appui aux processus électoraux. Pour les élections d'octobre 2015 et de janvier, la CENI s'engage à publier les résultats à J+1. C'est un grand défi que la CENI s'impose à elle-même et c'est un défi également, évidemment, qu'elle prend à l'égard de chacun des acteurs. La CENI, malgré sa détermination, si chaque acteur ne joue pas le jeu, ne joue pas son rôle, il va être difficile effectivement d'atteindre cet objectif. D'ores et déjà, l'Union européenne a annoncé la présence de ses observateurs. La signature de convention a permis à 7 partenaires européens de martyriser leur participation au financement des élections au Burkina Faso. Le président ghanéen affirme lui également son soutien aux autorités de la transition. La promesse est ferme, le Burkina peut compter sur John Dramani Mahama. À Accra, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a reçu cette assurance. Nathalie Kaouri. En se rendant chez le président ghanéen, le Premier ministre burkinabé dit être venu lui transmettre les salutations du président Michel Kafando. Il a aussi traduit au président John Dramani la reconnaissance de l'ensemble du peuple burkinabé pour son implication à la mise en place de la transition au Burkina Faso. Une occasion aussi pour Yacouba Isaac Zida de prendre des conseils auprès du président ghanéen pour que cette transition se termine bien. Depuis les premières heures de la transition au Burkina, le président John Dramani s'est déplacé plusieurs fois personnellement et s'est investi pour un retour au calme au Burkina. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui marchent normalement et nous sommes en train de nous acheminer vers une sortie de crise par l'organisation des élections le 11 octobre prochain. Donc, il était tout à fait indiqué que nous venons lui rendre compte de l'évolution de la situation et encore prendre des conseils. Il nous a bien écouté, nous a effectivement prodigué des conseils au regard de ce qui lie nos deux pays. Vous savez bien que le Ghana et le Burkina sont des pays frères. Historiquement et géographiquement, nous sommes très liés. Et selon le Premier ministre burkinabé, le président ghanéen a prêté une oreille attentive à toutes ces doléances. Le président John Dramani a promis encore de s'investir personnellement et dans le cadre de la CEDEAO pour soutenir le reste de la transition au Burkina Faso. Cette visite du Premier ministre chez le président ghanéen a été la dernière étape de la tournée qu'il a effectuée au Bénin, au Togo et au Ghana. Yacouba Isaac Zida a regaillé Ouagadougou ce mercredi 27 mai dans la journée. Et pour réussir les élections et la transition, il va également falloir une implication des jeunes, ceux de la société civile et des partis politiques notamment. Là aussi, les choses s'annoncent bien. Une 60aine de jeunes se forment sur la notion de transition en politique. L'opportunité leur est offerte par l'Institut général Tiemoko Marc Garango. L'occasion pour nous de nous intéresser également au rapport entre jeunes de différents partis politiques. Karim Namouano. Ces jeunes ont fait leurs armes en politique sous des bannières différentes. L'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement IGD les réunit à Ouagadougou autour de leur rôle dans la transition en cours. Tant que les jeunes ne participent pas, il n'est pas évident que les gouvernants puissent prendre en compte leurs intérêts. Et c'est dans ce sens que l'Institut général Tiemoko Marc Garango, en partenariat avec la Fondation internationale du Parti Centre, a initié ce programme qui s'intitule « Jeunes et transition en politique ». En politique, chaque leader prêche pour sa chapelle. Les jeunes, eux, partagent une vision inclusive. Nous demandons à la jeunesse d'être tolérant. Nous demandons également aussi à la jeunesse d'être une jeunesse responsable. Une jeunesse qui peut faire des propositions pour améliorer sa situation, pour accroître son influence au sein des partis politiques. Avant, les jeunes étaient beaucoup plus suivis. On n'était pas trop sûr de prendre les commandes. Est-ce qu'on peut aller... On avait toujours peur. Mais au niveau du MPP, je peux vous assurer que la jeunesse, elle se décide et puis elle se dessine. Et elle dit, voilà, je veux faire ça, et on est accompagné. Nous restons frères. Après, les partis politiques, ce n'est pas une guerre. Donc, vous voyez que nous sommes en collaboration avec d'autres partis politiques. En cause, il n'y a pas de problème particulier. Est-ce un discours d'avant-campagne? À l'épreuve des élections, tout pourrait changer. L'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement
attend lui un changement positif au profit de la démocratie et de la jeunesse. Il était annoncé et il est effectif. Le colloque international sur l'état de droit, la démocratie et les changements anticonstitutionnels s'est ouvert ce matin. Les participants sont venus de tout le continent pour pousser la réflexion et partager les expériences. Des recommandations sont attendues. Drissa Serré. À travers le colloque international consacré à l'état de droit, à la démocratie, au changement anticonstitutionnel de gouvernement, concepts, limites et perspectives, l'IGD, l'Institut pour la gouvernance démocratique, entend identifier les causes des récents changements intervenus en Afrique du Nord et au Burkina Faso, tout en prenant en compte l'incertitude politique au Burundi. L'objectif est d'apporter des réponses susceptibles d'enraciner la gouvernance démocratique, le constitutionnalisme et l'état de droit en Afrique. À la suite du professeur Fall, qui a campé la problématique des changements anticonstitutionnels en Afrique, le professeur Augustin Loda a donné un cours magistral sur l'état de droit et la transition en cours au Burkina Faso. Je n'ai fait que suivre le fil conducteur qui se trouve dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui dit quoi? Qui dit qu'en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, il y a des sanctions, parce qu'il y a le principe de responsabilité qui est un principe cardinal de la démocratie et de la bonne gouvernance. Lorsque vous posez des actes, vous devez accepter de répondre par rapport aux conséquences de ces actes-là. C'est ce que nous avons essayé de dire. Et nous avons essayé de dire également que la transition, c'est une fenêtre d'opportunité pour élaborer de nouvelles règles du jeu. L'euphorie des années 90, avec l'adoption des constitutions fondatrices de renouveau démocratique, le constat fait aujourd'hui un peu partout sur le continent un reflux démocratique. D'où l'importance du thème de ce colloque qui met en lumière les valeurs et principes de la démocratie et de l'état de droit. Il nous faut admettre que les changements anticonstitutionnels du gouvernement dans nos différents États africains sont souvent la conséquence de blocages institutionnels profonds, le résultat de l'impuissance de nos mécanismes institutionnels à prévenir et à remédier à ces blocages. Les peuples africains, dont le peuple burkinabé, aspirent à être mieux gouvernés et réclament un changement qualitatif dans la conduite de la gouvernance. Il est attendu du colloque de Ouagadougou des recommandations pertinentes à même de soutenir et renforcer les processus démocratiques. La journée d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire, c'est dans 2 jours, mais en attendant, l'opportunité est offerte au public de revisiter les événements des 30 et 31 octobre 2014. Le département de l'administration territoriale organise à cet effet une série de conférences grand public, thèmes, causes et conséquences des insurrections dans le monde. Nathalie Sawadogo Nabaloum. C'est le philosophe Mahamadé Sawadogo qui a ouvert le bal des séries de conférences programmées pour la journée dédiée aux martyrs. À l'université de Ouagadougou, le professeur a développé les causes et les conséquences des insurrections dans le monde. Pour lui, 3 groupes de causes des insurrections dans le monde peuvent être indiqués. Les causes structurelles, les causes conjoncturelles et les causes ponctuelles. Et en ce qui concerne les conséquences, on a distingué les conséquences immédiates, les conséquences proches et les conséquences lointaines. Et nous avons abouti à tirer des leçons des insurrections à travers lesquelles nous avons vu que les insurrections traduisent une crise de la vie politique institutionnalisée. Elles révèlent aussi la primauté des masses dans la vie politique et enfin, elles manifestent une soif de changement. À travers ces conférences, le gouvernement veut susciter la réflexion autour des problèmes afin d'esquisser des approches de solutions. Les thématiques par elles-mêmes permettent de savoir quels sont évidemment les points d'intérêt du gouvernement, ses préoccupations, mais également les attentes vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'ensemble du peuple burkinabé aujourd'hui. À cette première conférence, un invité et pas des moindres. Le Congolais Charles Boao, philosophe à l'Université de Lille 3 à Paris, apprécie positivement la démarche du gouvernement qui va permettre aux Burkinabés de se réconcilier. La deuxième conférence placée sous le thème « Comment croire encore à la réconciliation au Burkina Faso » se passe à la Maison du Peuple. Elle est animée par le professeur Cyril Koné. Les organisateurs convient l'ensemble des populations, surtout dans sa frange intellectuelle, à y prendre part.
Dans 2 jours, donc, la nation marque une halte pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le front du combat pour la liberté et la démocratie. Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur sont appelés à s'associer à l'événement. Un grand moment en perspective qui a suscité ce commentaire, signé Ernest Kambiré. Après les premiers moments de compassion et d'inhumation qui ont mobilisé des centaines, voire des milliers de personnes place de la Révolution et au cimetière municipal de Gounguen, les Burkinabés sont à nouveau appelés à se retrouver place monument aux héros nationaux 6 à Ouaga 2000 pour rendre l'hommage de la nation aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une journée nationale d'hommage voulue pour honorer non seulement à l'unisson la mémoire de ces valeureux combattants tombés au champ d'honneur pour que vive la liberté et triomphe la démocratie, mais également pour exprimer une dernière fois la douleur et la tristesse de la nation à tous ces héros tombés à la fleur de l'âge. Il est donc attendu que l'onde de choc et la mobilisation qui ont suivi les événements tragiques d'octobre 2014 se poursuivent à Ouagadougou, à l'intérieur du pays et dans les chancelleries et représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'extérieur. Entre offices religieux, conférences publiques, dépôt de gerbes de fleurs, érection d'une stèle, retraite au flambeau et discours d'hommage, les Burkinabés de tous bords devraient sortir célébrer tous ces morts partis pour plus de démocratie et de justice sociale. Le clou de ces journées d'hommage reste sans conteste le discours d'hommage très attendu du président du Faso, président de la transition, place monument aux héros nationaux ce 30 mai. Discours au cours duquel le monument aux héros nationaux sera probablement rebaptisé Panthéon des martyrs de l'insurrection par le président du Faso, avait-il laissé entendre lors de sa prise officielle de fonction. Désormais donc, point de ralliement ou de retrouvailles pour tous ceux qui ont perdu un proche, le monument aux héros nationaux abritera très prochainement une stèle où pourront se recueillir et rendre un hommage mérité aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont offert leur vie pour la restauration de la patrie, pour plus de liberté, de justice, d'équité et de démocratie. Ce sera également un lieu symbolique qui permettra à tous de se rappeler le caractère sacré de notre loi fondamentale qu'est la Constitution du Burkina Faso. La région du Centre-Est, elle, vient de prendre un engagement zéro tolérance au mariage des enfants. Une campagne a été lancée à Tinkodougou avec en première ligne l'association Femmes, Environnement et Développement. Jacques Lamissa Tarpaga. Le mariage des enfants, ceux âgés de moins de 17 ans pour les filles et moins de 20 ans pour les garçons, est récurrent dans la région du Centre-Est. L'administration locale et la société civile se mobilisent pour y faire face. La méthode trouvée, une campagne de sensibilisation menée par l'association Femmes, Environnement et Développement du Burkina. Sur ce terrain, nous allons travailler avec les présidents de délégations spéciales des communes concernées et même dans les villages pour pouvoir mobiliser la population, les leaders coutumiers et religieux, les OSC, pour ensemble bannir en tout cas cette pratique de mariage forcé dans la région du Centre-Est. Le mariage précoce, l'autre appellation du mariage des enfants, préoccupe également le système des Nations Unies. C'est pourquoi l'UNICEF au Burkina Faso s'engage aux côtés des populations. Nous sommes venus pour accompagner le gouvernorat du Centre-Est afin que le plaidoyer soit mené au niveau de toutes les parties décisionnelles de cette région pour faire en sorte que le mariage des enfants soit quelque chose d'oublié d'ici quelque temps, afin que toutes nos filles et tous nos garçons retournent à l'école ou partent à l'école ou restent à l'école. La campagne va se dérouler de juin à septembre. 19 communes sur l'ensemble du territoire régional sont concernées. Le 4e Salon international de l'énergie des mines et des carrières s'est ouvert ce matin. Plus de 600 participants réunis à Ouagadougou au menu conférences, expositions, mais aussi affaires. Cette année, le SEMICA fait la promotion des matériaux et services locaux dans le secteur minier. Peggy Ouedraogo. Le 4e Salon international de l'énergie des mines et des carrières ainsi ouvert se penche sur la contribution du secteur minier à l'émergence des États de la CEDEAO et le salon de s'appuyer sur la promotion des matériaux locaux, ces derniers fournis par une expertise tout aussi locale. Si Ayam Gold, qui est aujourd'hui la plus grosse mine d'or du Burkina, qui a un budget d'achat de 50 milliards l'année, si sur ces 50 milliards d'achats que Ayam Gold
met par exemple sur la table, si le Burkina et les entreprises burkinabées arrivent à absorber 40 ou 45 milliards, vous comprendrez que toute cette manne reste localement sur le Burkina. 3 jours de conférences, d'échanges, d'expositions et d'affaires font de Ouagadougou un carrefour africain du secteur minier. Le continent représente l'un des potentiels miniers les plus importants au monde, ce qui du reste peut justifier la présence de près de 600 participants venus d'Afrique et d'ailleurs. Nous sommes fondés à croire que le secteur minier, c'est l'avenir du Burkina Faso. Donc un salon comme CEMICA joue sa partition en termes d'appel aux investisseurs, en termes d'une vitrine pour permettre à tous ceux qui veulent investir au Burkina de venir et trouver une porte d'entrée à travers le CEMICA. Le 4e CEMICA pose comme condition à l'émergence des pays de l'Afrique de l'Ouest l'approvisionnement des industries extractives par des intrants locaux, un message essentiellement destiné aux dirigeants nationaux et sous-régionaux. Voilà, et comme annoncé, le président du CEMICA est sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Innocent Belem-Tougri. Bonsoir. Alors, la 4e édition, comme on l'a vu, s'est ouverte ce matin. Première question, la participation est-elle à la hauteur de vos attentes? Absolument, absolument. Nous organisons le CEMICA 2015 depuis pratiquement une année. Vous n'êtes pas sans ignorer que le CEMICA s'est inscrit depuis quelques éditions dans le format annuel courant le mois de juin, la dernière semaine, jeudi, vendredi et samedi. Donc nous l'organisons depuis presque une année et nous sommes absolument satisfaits de la mobilisation sur le plan national et également sur le plan international autour de cette manifestation. Alors on avait annoncé 600 invités, alors des centaines aussi de chefs d'entreprise qui devraient être présents à ce salon. Est-ce qu'ils sont tous là? Absolument. Alors au menu, comme je l'ai dit, il y a des conférences, des expositions, mais aussi des affaires. Alors pour cette journée, que s'est-il passé? Le CEMICA s'est ouvert ce matin par une cérémonie officielle qui a été rehaussée par la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui nous disons merci. La présence également du ministre des Mines et de l'Énergie et notre invité spécial, son Excellence Madame Fatima Assil, qui est la commissaire de l'Union africaine en charge du commerce et de l'industrie, sans oublier les chefs d'entreprise des différentes compagnies minières présentes. À la suite de cela, nous avons engagé simultanément les expositions qui ont été ouvertes au public. Nous avons engagé en même temps les rencontres d'affaires B2B parce que vous savez que le CEMICA essaie de créer un marché africain de l'énergie et des mines. Et les participants internationaux souhaitent rencontrer les compagnies minières qui opèrent au Burkina ou dans la sous-région qui sont présentes au CEMICA. Donc elles souhaiteraient échanger pour voir dans quelle mesure elles peuvent collaborer. Les rencontres B2B ont eu lieu aujourd'hui et les conférences également se sont ouvertes par 2 panels. Le premier panel a porté sur la transparence dans les industries extractives du Burkina. Ça, c'était au cours de la matinée. Et le second panel a porté sur secteur minier et droits humains. Il a été animé par les organisations de la société civile avec la présence des gouvernants et bien sûr des compagnies minières pour toujours trouver un consensus minimum qui peut permettre au secteur minier, au secteur de l'énergie de pouvoir se développer harmonieusement. Alors pour cette année 2015, le thème, comme je le disais, tourne autour de la promotion des matériaux et des services locaux dans le secteur minier. Alors quels sont les enjeux d'un tel thème? Vous n'êtes pas sans savoir que l'édition dernière du CEMICA avait porté sur contribution du secteur minier à l'émergence des États membres de la CEDEAO, état des lieux et perspectives. Cette réflexion nous avait amené à conclure qu'il fallait retenir beaucoup plus de richesses localement pour pouvoir permettre aux économies africaines de profiter de la manne minière. Alors cette année, nous poussons beaucoup plus la réflexion vers l'appel à l'achat local. Vous savez, les entreprises minières sont généralement de capitaux étrangers et lorsqu'elles arrivent en Afrique, elles viennent avec certaines normes, certains standards de prestations qu'il faut fournir. Donc, on a vu au début des années 2000 des entreprises minières qui sont venues avec des entreprises satellites qui leur fournissaient tout sur site jusqu'à la nourriture. De plus en plus, il est question de faire
appel aux entreprises locales africaines qui sont à même de fournir ce type de services. Et justement, est-ce que sur place, on a vraiment des entreprises qui ont vraiment la capacité de répondre aux attentes de ces sociétés minières, parce qu'il y a également une exigence en termes de qualité des produits à fournir? Absolument. Les entreprises burkinabées et africaines en général ont, depuis qu'elles ont connu cette poussée de mines industrielles, ont essayé aussi de se mettre au niveau de ces standards. Et par exemple, il y a plusieurs initiatives, dont celle de la Chambre des mines en partenariat avec l'ambassade du Canada, de créer l'ABSM, qui est l'association des professionnels burkinabés de fourniture de biens et services miniers. Et cette association bénéficie souvent de voyages d'études à l'extérieur pour rencontrer d'autres entreprises, essayer de se mettre au niveau de ces entreprises-là pour revenir localement, pouvoir fournir des services d'une certaine qualité à ces entreprises. Donc nous pensons que ce sont des pistes qu'il faut continuer à explorer afin que les entreprises locales africaines puissent de plus en plus bénéficier des marchés du secteur minier africain. Est-ce que cela fait partie de la responsabilité des sociétés minières? Absolument, absolument. Et les entreprises minières l'ont bien compris. Je pense que le CEMICA 2015 est l'une des éditions où nous voyons vraiment un engouement des sociétés minières. Nous les en remercions. Je pense que de plus en plus, elles comprennent l'intérêt du CEMICA. C'est une plateforme d'échange et de discussion afin de mieux se comprendre avec le gouvernement ainsi qu'avec la société civile. Alors pour finir, M. Belem Tougri, qu'est-ce que vous attendez à la fin de cette 4e édition? Déjà demain, nous aurons 2 panels. Le premier panel portera sur la responsabilité sociale des entreprises minières au Burkina Faso. Ça traitera des salaires qui sont pratiqués, des investissements communautaires. Et le second panel portera sur l'apport macroéconomique du secteur minier au Burkina Faso. Là, nous allons nous intéresser véritablement à la fourniture locale de biens et services au secteur minier, aux emplois locaux, aux revenus, au trésor national. Donc, nous allons être beaucoup plus pointueux dans ce panel. Le CEMICA 2015 s'est voulu un rendez-vous incontournable des acteurs africains et mondiaux du secteur minier. Et ça ne s'est pas fait sans difficulté. Vous savez que organiser une manifestation de l'envergure du CEMICA, lorsque pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous êtes obligé de sauter une édition, il est difficile de rattraper simplement parce que ça se passe en Afrique. Lorsqu'un rendez-vous se tient en Afrique et qu'il est promu sur le plan international et qu'il ne se tient pas, il y a déjà des a priori. Arriver à respecter le rendez-vous chaque année, le mois de mai, la dernière semaine, jeudi, vendredi, samedi, il faut que le peuple burkinabé en soit fier d'avoir pu réunir toutes ces personnes, toutes ces personnalités dans notre pays pour cette grande manifestation. En premier chef, remercier les premières autorités de Burkina Faso qui n'ont pas marchandé, qui ont dès le début accepté d'accompagner le CEMICA par leur présence même physique à la manifestation. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Nous pouvons attendre que les différents acteurs, que sont les gouvernants, les sociétés minières et les acteurs de la société civile, se comprennent mieux et décident ensemble d'emprunter la direction de la collaboration afin que de plus en plus les sociétés locales puissent avoir des marchés auprès du secteur minier. Merci, M. Belem Tougri, d'être passé donc sur ce plateau et bon vent au CEMICA. C'est moi qui vous remercie. Suite de ce journal, la manifestation contre le Conseil supérieur de la communication et la visite de Mariam Sankara à Koussiam. Voici les 2 principaux sujets traités par les quotidiens aujourd'hui. La revue de presse nous est présentée par Jacques Lamissa Paga. Les associations des professionnels des médias sont mécontentes. Les parutions du jour font un large écho après le sit-in devant les locaux du Conseil supérieur de la communication. Les sommets refusent de fléchir et les médias boycottent la mesure aujourd'hui, titre aujourd'hui au Faso. La mesure, c'est la suspension des émissions d'expression directe sur les radios et télévisions du Burkina pour 3 mois. La présidente du CSC a refusé de recevoir le message des organisations professionnelles des médias, arguant que la manifestation n'a pas été autorisée, précise aujourd'hui au Faso. L'autorité de régulation des médias avait annoncé la levée de la suspension sous certaines conditions que nous rapporte le pays. Il s'agit entre autres de l'engagement des médias à retarder les voix des intervenants sur les antennes, à disposer de l'identité complète des intervenants et à disposer de 4 personnes pour organiser les débats, des conditions refusées par les médias.
Les journalistes crient au musellement des médias, nous dit le quotidien. Notre temps, pour sa part, y consacre sa réflexion du jour. Incite des professionnels des médias devant le CSC. C'est presque du jamais vu, estime notre temps, tout en se demandant où s'en va la gendarmette, faisant référence à la position de Nathalie Sommet. Elle s'est donc pris les pieds dans le tapis, mais le pire est qu'elle se croit toujours le mettre à bord, s'insurge notre temps. Autre sujet, la veuve Mariam dit merci à Michel Kafando. Mariam Sankara a été reçue en audience à la présidence du Faso. L'observateur Palga revient sur les sujets abordés au cours de l'audience. Il a été question de l'exhumation des restes du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune. Comment Mariam Sankara s'est-elle sentie lorsqu'elle a franchi le seuil du palais de Kossiam, ont voulu savoir les journalistes. Et voici sa réponse, je cite, « C'est la présidence du peuple, je suis une citoyenne burkinabé, je n'ai donc pas de sentiment particulier en venant ici. » Ne bougez pas, mesdames et messieurs. Tout de suite après ce journal, Simon Gongo et ses invités vous retrouvent pour l'émission Controverse autour de la question des organismes génétiquement modifiés. Pour ou contre, le sujet passionne les débats. Nous vous proposons un petit bout de l'émission des avis de citoyens recueillis dans la rue Padraman Guéné. Ça permet aux gens d'avoir beaucoup, puisque ça produit beaucoup. Donc, mais si on voit aussi la modification, ça fait que ça joue un peu sur l'organisme humain. Donc ça fait que, bon, vraiment, c'est pas bon, mais c'est un mal nécessaire. Il faut produire en quantité, mais il ne faut pas produire en quantité pour mourir vite. Voilà, il faut produire en qualité. Et les OGM, le véritable danger, c'est pour nous rendre dépendants encore de ceux qui sont auteurs de ces OGM-là. Parce que si on va faire la promotion des OGM, c'est parce que nous ne sommes pas auteurs de ces OGM-là. Et c'est les cultures, les semences nous sont envoyées. Et au fini, on va dépendre de ça. Les OGM, je crois qu'on en mange depuis. C'est parce que, bon, on en parle maintenant, que sinon, je sais que dans les alimentations, nous, on a toujours mangé les OGM. Bon, mais maintenant, c'est bon, c'est pas bon. Bon, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Bon, c'est ce que je dis, hein, on gagnerait si on pourrait s'asseoir pour discuter un peu, voir dans quelle direction on peut s'orienter, quoi. Voilà, Controverse, c'est tout de suite à 21h. Soyez donc au rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention.